c'est bien vous. C'est aujourd'hui. C'est ici. Bien. Je ne me suis pas trompé de film, c'est déjà ça. Je confirme que Jean-Michel Mousset m'a demandé d'intervenir. Au fait, oui, vous avez remarqué, pour certains, c'est peut-être une deuxième, pour d'autres, c'est peut-être une première. Parce que la première fois que nous nous vîmes, et que par là même vous m'ouïtes, on va faire grand genre cette fois-ci, un anniversaire. Et en fait, c'est amusant de se retrouver comme ça, parce que on mesure la dérive des continents. Moi, ça m'a semblé une éternité, hein, sans vous voir. Mais il y a, en fait, 3 sortes de gens dans cette salle. Il y a des gens qui étaient là et qui se souviennent de rien. Des gens qui étaient là, qui se souviennent à peine de l'ambiance. Et des gens qui n'étaient pas là, pour qui c'est une première rencontre. Voilà. Ce qui fait que je suis face à un dilemme assez complexe. J'encours le risque d'être redondant pour les redoublants mnésiques ou inintelligible pour les redoublants amnésiques et les bisus si je commence en disant deuxièmement. Vous voyez, j'aimerais pas être à ma place. Vous allez voir comment on va sortir de cette contradiction. Alors, je confirme, pour ceux qui étaient là, que je vais intervenir comme en 2009 sous ce nom-là, et j'ai d'ailleurs tous les papiers qui vont avec, si vous voulez vérifier. Jean-Michel ayant eu la gentillesse de prononcer mon horizon funèbre entume, je vous prie de rire discrètement, ça m'évitera d'abord à raconter ma vie. Juste expliquer ce que je fais. Mon job, disais-tu. En fait, je vais le définir autrement, consistait il y a 3 ans, consiste encore aujourd'hui, à aider les gens que je rencontre, donc les gens qui me font confiance, mes clients, parfois des gens qui n'ont pas vraiment le choix aussi d'ailleurs. Ça consiste à les aider à essayer de décrypter ce qui se passe dans le monde. En fait, je passe mon temps à me gorger d'informations pour essayer de donner un petit peu de sens à la confusion qui, comme chacun sait, est souvent fille de la profusion. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, si vous voulez bien. Pas simplement l'information lue, toutes antennes déployées. C'est une synthèse que je propose. Ça vous va ? Parce qu'autrement, j'ai d'autres sujets, si vous préférez. Enfin, ça, c'était les outils dont je me servais il y a 3 ans, parce que si vous reprenez le film d'il y a 3 ans, je me suis un peu amélioré depuis. Le monde dont on va parler a l'air relativement confus. J'aimerais beaucoup, quand on se quittera tout à l'heure, il vous semble moins confus que vous le percevez maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que je voudrais formuler pour démarrer. J'aimerais bien que vous sortiez de cette rencontre un peu différent dans votre vision du monde. En plus, le monde, il change. Et ça ne s'arrange pas depuis qu'on s'est perdu de vue. Vous avez remarqué ? Il y a même des gens qui se disent « on ferait peut-être mieux d'aller dans une autre galaxie ». C'est pas mon truc, vous allez voir pourquoi. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que le monde change tous les jours. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes des quotidiens. Je ne sais pas si les gens de l'Est France sont là. Non ? Bien. On va donc pouvoir parler librement. Pas plus tard que ce matin, regardez ce que j'ai trouvé dans les journaux. Pendant que les paparazzis s'affairent. D'un journal à l'autre, la hiérarchie des titres, des événements, des importances, c'est un peu étonnant. D'un journal à l'autre. Chacun y va de son hit parade. C'est fou, non ? Comment on peut s'y repérer là-dedans ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? J'avais l'espoir qu'avec Ouest France, ce serait plus clair. Eh bien, même pas.
Alors la petite sélection des journaux de ce matin que je viens de faire n'avait d'autre objectif que de vous conforter dans ce que de toute évidence vous savez, à savoir trop d'informations. Non, pas tue l'information. C'est la forêt qui cache l'arbre. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est le tri là-dedans. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est péripétie, qu'est-ce qui est tendance lourde. Ça vous convient ? Bon, même s'il y a des moments où je me demande est-ce que c'est vraiment utile d'en lire autant des journaux. Car il m'arrive de trouver parfois que l'ennui naît... Enfin bref. Alors, le démêlant dont j'essaye de me servir, c'est la géopolitique. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de géopolitique, je vais m'en servir. Comme je ne vais pas parler d'informatique, mais je vais m'en servir. Et compte tenu du moment où se passe notre rencontre, des circonstances particulières, on s'est déjà vu il y a 3 ans, j'ai envie de vous proposer un truc que je ne faisais pas il y a 3 ans. Comme ça, je suis sûr de ne pas être redondant. Même pas il y a 2 ans, tiens. Il y a 2-3 ans, ceux qui étaient là se souviennent peut-être qu'on parlait de géopolitique en se demandant les conséquences de ce qui se passe dans le monde sur les dirigeants. Il y a 2-3 ans, je parlais beaucoup de ça, parce qu'il y a 2-3 ans, c'était le principal objet de nos inquiétudes. Mais, il y a moins de 2 ans, non, il y a 2 ans et 1 semaine, il y a eu ça. Puis ça, et ainsi de suite. Ça n'a pas arrêté en 2 ans. Les disparus dont on ne se remettra jamais de la disparition. Même commentaire. Et ça a continué. J'ai l'impression qu'on vient de passer 2 ans dans une boîte à gifles, non ? Vous trouvez pas ? C'est dingue. Je ne peux pas faire ce que je faisais il y a 2 ans, ça m'a obligé à modifier mon sujet. Et puis il y a ça aussi. Et puis je ne peux pas oublier non plus ce genre de choses. Il y a ça qui n'en finit pas, même si ce n'est plus la même chose. Et alors, extraordinaire, chaque jour apporte son lot d'événements qui m'obligent à modifier mon topo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des moyens pédagogiques que je mets en œuvre. Et ça. J'ai donc plutôt que de faire ce que je faisais il y a 2-3 ans en l'actualisant, envie de vous proposer de m'appuyer uniquement sur l'actualité des 24 derniers mois. Pour voir si la géopolitique a quelque chose à nous apprendre à ce sujet-là. Vous voyez quelle est l'idée ? Maintenant, si vous préférez que je fasse la version actualisée de plan large où on parlerait de la Chine, je peux, j'ai révisé. Mais je ne peux pas ne pas vous proposer ça. Parce que je me ferais l'impression d'un type qui propose une conférence sur les problèmes d'étanchéité au bar du Costa Concordia si je ne le faisais pas. C'est pas sans intérêt à remarquer, mais c'est décalé. Alors on y va là-dessus. Ce sentiment étrange qu'un vieux monde est en train de naître, que le vieux n'est pas complètement né, voilà ce que je propose, avec comme titre ça, vu que ça va me permettre d'évoquer les séismes pour de vrai et ceux qui ont une dimension simplement métaphorique. Ok ? Tout petit discours sur la méthode. La méthode que je vais essayer de suivre va s'apparenter à celle des orpailleurs. Vous connaissez ? Quand en Guyane, ils tirent pas sur les gendarmes. Et que dans un fatras, ils cherchent des pépites. Ils tamisent. J'aimerais faire la même chose avec tous les événements qui viennent de se produire depuis 2 ans et 2 semaines et me demander avec vous, qu'est-ce que des historiens, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand ils auront un recul que j'aurai peut-être jamais, sauf si le physicien me dit le contraire,
qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de retenir de ce qui vient de nous arriver. Vous voyez quelle est l'idée ? Si quelque chose devait passer à l'histoire des 2 années écoulées, ce serait quoi ? Et à quel titre ? On va y réfléchir ensemble, parce que je ne suis pas du tout sûr de ce que je vais vous dire. J'aimerais soumettre à vos esprits critiques un certain nombre d'hypothèses de ce qui pourrait surnager quand le sable sera retombé dans le bocal. Hypothèse que je ne vais pas vous présenter par ordre alphabétique, aucun intérêt, par ordre d'importance, je ne sais pas, mais dans une espèce de progression, du moins j'espère, du très simple vers le plus compliqué. Il faut qu'on apprenne à se connaître. On y va ? C'est parti. Et après chacune des hypothèses, je les soumettrai à vos esprits critiques, parce qu'on ne va pas faire 1h30, je déverse, 1h30, vous reprenez vie. On va saupoudrer mes apports, vos réactions. Premièrement, il se pourrait, je suis très prudent, que les historiens disent que ce qui au début nous avait semblé, vous vous rappelez, de délicates odeurs de jasmin, ça vous revient ? Il y a 2 ans, en réalité témoignait du fait qu'une page d'histoire venait de se tourner. Je veux dire que les historiens diront peut-être qu'en 2011, c'est clos le chapitre d'histoire qui avait commencé 10 ans avant. On a d'autres images qui commencent à arriver. Le 11 septembre 2001. Un chapitre qui se révélera avoir duré 10 ans. Parce que je rappelle que le 11 septembre n'a pas été seulement un événement, mais un déclencheur de choix, de priorités, de formes organisationnelles qui se révéleront avoir été valides jusqu'à il y a 2 ans. Personne ne savait que ça durerait 10 ans. Ça se révélera avoir duré 10 ans. Exemple. Je rappelle que c'est parce qu'il y a eu le 11 septembre que dans certains pays du pourtour sud de la Méditerranée, entré en tremblement il y a 2 ans, vous vous rappelez ? Certaines tranches de la population s'étaient dit « vaut peut-être mieux, à tout prendre, garder une dictature laïque plutôt que d'aggraver le risque d'une dictature religieuse. » Je ne dis pas qu'ils avaient raison, ni tort. Je constate qu'ils ont fait. Mais je constate aussi qu'il y a 2 ans, dans les mêmes pays, une autre tranche de la population, plus jeune, leurs enfants, ne s'est plus sentie tenue par l'alternative qui avait paralysé les parents, où le seul choix aurait été entre la peste laïque et le choléra barbu. J'ai rien contre les barbus, hein, comprenez-moi. Vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que les historiens diront d'ailleurs ils ont été gamins, ces gamins. Quand on voit la tournure prise par les événements, non ? Ils diront peut-être ils ont été d'une naïveté adolescente. La tournure des choses n'est pas très rassurante. C'est vrai qu'on parlait de démocratie tout à l'heure, il y a quand même des endroits où on se demande est-ce que c'est vraiment indispensable de fournir des isoloirs. Ils diront peut-être, les gamins, qu'il n'y a pas que les gamins qui ont été naïfs, parce qu'on l'a peut-être été nous aussi, n'est-ce pas ? Bien naïfs de croire que cette page était tournée. Bon, enfin bref, le fait est, on l'a cru. Symétriquement, c'est aussi parce qu'il y avait le 11 septembre que dans d'autres pays, par exemple le nôtre, les États-Unis, on avait fait le choix de soutenir les régimes qui nous apparaissaient remparts contre ce qui était devenu le danger number one. Et bien, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est qu'on s'est trouvé complètement pris à contre-pied dans l'obligation de soutenir les gens qui se révoltaient contre les régimes qu'on soutenait jusque-là. Écoutez, c'est bien parce qu'il y avait eu le 11 septembre qu'en France, pour prendre cet exemple, on avait fait le choix de soutenir un terroriste laïque transformiste. Pas seulement en France, hein, je rappelle qu'en Italie aussi, le burlesque Oni
Ça pouvait se comprendre dans le contexte de l'après-11 septembre. Ça pouvait. En réalité, je ne suis pas dans la critique, qu'on les invite à assister au défilé du 14 juillet 2008. Et c'est pas vieux que ça a changé. Encore en décembre 2010. Il y a des images qui ne passent plus. Il s'est passé quelque chose. Le 11 septembre, en fait, a été un traumatisme structurant d'un certain nombre de choix, de priorités, etc. Et que les historiens diront peut-être, en lieu et place des images de ce traumatisme-là, il y a eu d'autres images traumatiques qui sont venues se superposer. Par exemple, ce genre-là. Je précise que le seul intérêt, si tant est qu'il y en ait un, de cette première hypothèse, c'est d'introduire la notion de traumatisme structurant ou de traumatisme fondateur, dont je vais me servir tout au long de la prise d'otage. En matière nucléaire, le traumatisme jusqu'à il y a 2 ans, c'était Hiroshima ou Tchernobyl. Et bien, on ne parlera plus de ça maintenant. Derrière les traumatismes qui marquent les comportements, il y a des figures symboles. Le héros symbolique du 11 septembre, c'est celui-là, non ? Il va y avoir de nouveaux héros symboles pour le nouveau traumatisme, puisqu'on est dans l'imaginaire. Certains le seront peut-être à titre posthume, pour avoir désobéi. Ce que je veux dire, c'est que de même que les historiens diront avant, après le 11 septembre, de même ils diront, à mon avis, avant, après. Ils diront après, après. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est déjà devenu un film. Les Américains tournent vite la page dans leur relation à la mémoire. Remarquez qu'il faudrait quand même se souvenir de ce que ce jour-là avait titré The Economist. On dira peut-être aussi après Steve Jobs. Après Dopo. Ça va à une allure incroyable, les avant-après. Regardez, c'était il y a à peine 15 mois, avant, antépénultième sommet définitif pour sauver. Il y avait 8 photos pour illustrer l'article. Sur les 8, il y en a déjà 4 qui sont sortis du casting. 4 sur 6 qui étaient élus. En un an, ça va à une allure folle. Après, le nombre d'événements qui se produisent sur des registres différents et qui marquent des avant et des après, c'est fou. J'étais à Toulouse, on en parlait tout à l'heure avant-hier, le traumatisme fondateur à Toulouse jusqu'à il y a 2 ans, c'était AZF, qui explique les comportements des Toulousains jusqu'alors. Eh bien maintenant, pas seulement à Toulouse. Peut-être est-on en train de vivre un autre traumatisme. Derrière les traumatismes, il y a des objets symboles. L'objet symbole du traumatisme du 11 septembre, pour moi, c'est le portique d'aéroport détecteur de métal. L'objet symbole des traumatismes de 2011, ce sera peut-être le détecteur de Becquerel. Sur les marchés de Tokyo, c'est le cas, en tout cas, je peux vous dire. Le cadeau de l'année. Il me semble que si les historiens devaient essayer de trouver un précédent historique à ce que j'appelle traumatisme fondateur, peut-être qu'ils devraient se référer à ça. Ce genre d'événement qui marque les esprits après même que les témoins aient disparu. La preuve, c'est qu'on a fêté le 100e anniversaire, vous vous souvenez ? Et d'ailleurs, vous avez remarqué que là aussi, on n'a pas mégoté sur la mise en scène. Je dois dire qu'on a fait très très fort. Pour ma part, d'ailleurs, je le savais quand même depuis très longtemps, la légèreté des êtres est particulièrement pesante. Même en France, on a célébré. Simplement, avec la révision générale des politiques publiques, il a fallu faire avec les moyens dont on disposait.
Je rappelle que ce qui a été traumatique dans l'affaire du Titanic et qui explique que 100 ans après on en parle encore, c'est que ce n'est pas seulement quelques centaines de personnes qui ont laissé la peau. C'est que ce sont des mythes qui s'en sont parmi. C'est le mythe de l'insubmersibilité des constructions humaines qui a sombré. C'est le mythe de la capacité des hommes à maîtriser les éléments qui est passé par le fond. Le mythe de la puissance. C'est ça qui fait la dimension traumatique. Son côté anti-mythe, si je puis dire. Le mythe de la puissance, on l'a aussi. Il vient de s'écrouler. Enfin, regardez le caractère dérisoire de la puissance. Ça change complètement les comportements au quotidien. Les traumatismes. Je ne me trompe pas, c'est depuis le 11 septembre qu'on ne peut plus se balader dans le quartier de la Défense à Paris en voyant des avions qui survolent de la même façon. Avec ce qui vient de se passer, on ne pourra plus voir un immense promène-couillon se balader devant la place Saint-Marc de la même manière. Ça change tout. Attendez, la dernière fois qu'on s'était vu, quand en janvier, fugitivement, on saisissait à la télé des 4x4 dans des champs de dunes, ça évoquait Paris-Dakar. C'est plus vraiment la même connotation. Vous avez remarqué comme ça va vite ? Depuis ce qui vient de se passer, on ne peut plus voir la moindre fumerole qui s'échappe dans une centrale nucléaire. Parce qu'actuellement, la moindre goutte d'eau fait déborder le vase de l'inquiétude. Parce que depuis 2 ans, un nombre incroyable de mythes viennent d'être démystifiés. C'est la fin du mythe de l'insubmersibilité des centrales nucléaires qu'on croyait hors d'eau. À Flamanville, ils comprennent ce que je dis. C'est la fin du mythe de l'indéboulonnabilité des régimes politiques dont on avait fini par croire qu'ils étaient éternels. C'est la fin du mythe de l'inattaquabilité des gens qui se croyaient au-dessus de tout soupçon, qu'on avait la naïveté de croire tel. C'est la fin du mythe de l'immunité. Parce que, au-delà du fait qu'il ait été condamné, c'est surtout la première fois qu'un ancien président l'a été. Des tas de trucs qu'on croyait ne pas pouvoir se produire. Les entreprises qu'on croyait de toute éternité. C'est fou d'ailleurs. Tiens, on pourrait dire aussi la période est iconoclaste. Ça va à une allure folle. Les icônes, les unes après les autres. Des objets qui symbolisaient la réussite. Donc du coup, tout devient possible. Attendez, c'est pas vieux ça, il y a 5 mois. Regardez où on en est aujourd'hui. Les usines dont on croyait qu'elles étaient de toute éternité, dans les beaux quartiers. Le nombre de mythes qui s'écroulent. Des États dont il y a 2 ans, qui pouvait imaginer qu'on accolerait ce qualificatif et ce nom propre ? Dégradé, déclassé, des mots qu'on n'avait pas utilisés avec cette importance-là depuis l'affaire Dreyfus. C'est pas fini, tout devient possible. Comme d'habitude, la France a fait la course en tête. En même temps, on en a peut-être fait trop, hein. Parce que quand on replace cet article dans son contexte, on voit bien que finalement, ça n'a pas complètement obéré la capacité d'emprunt de la France. Et qu'on ne l'a pas dit assez, mais ça relançait le Made in France. Et ce qui est frappant dans la période actuelle, c'est que tous ceux qui se croyaient à l'abri enregistrent un démenti. Sur la côte ouest aux États-Unis, ils vivent depuis toujours dans l'attente du Big One. Ça s'est passé chez des gens qui croyaient que ce n'était pas possible. Donc du coup, évidemment, panique. C'est ça qui a été réactivé, vous comprenez ? Ce qui se passe en ce moment me fait penser à ce qui s'est passé en termes d'inquiétude quand sont apparus les premiers cas de séropositivité chez les hétérosexuels. Tant que c'était les populations à risque, comme disaient les belles âmes qui pensaient qu'elles n'en étaient pas. Ça allait. Mais du jour où même ceux qui croyaient être protégés ont découvert que nenni, point du tout, il y a eu une métastase de l'angoisse. C'est un peu ça qui se passe en ce moment.
Tout le monde savait que l'Italie c'était sismique. Oui, sauf que le dernier en date des tremblements s'est passé dans une région où on croyait que c'était plus possible que ça se produise. Oh, ça c'est important et j'aurai l'occasion d'y revenir. On est en train de découvrir que c'est extrêmement dangereux de considérer que sont éteints des volcans au seul motif qu'on les a toujours vus endormis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça change notre relation au temps, ce qui se passe en ce moment. Parce qu'effectivement, après tout, pendant qu'on y est, tout devient possible. Les théorèmes qu'on croyait ne pas pouvoir être mis en question, qu'on s'était vu la dernière fois. Il y a des neutrinos qui ont été flashés avec cette vitesse, paraît que c'est le radar qui s'est trompé. Les principes moraux qu'on croyait intangibles il y a 2 ans, les femmes et les enfants d'abord, je t'en ficherais. Les organisations dont on n'imaginait pas que l'avenir était en jeu. Les monnaies qu'on croyait de toute éternité. Vous avez vu? Il y a des tabous qui ont sauté. En fait, tout ce qu'on croyait ne pas pouvoir se produire, être inimaginable, inconcevable, intouchable, touché, coulé, ça change tout, cette phase historique. Parce que maintenant, depuis 2 ans, quand je rencontre des gens qui me disent « on n'a jamais vu que », il s'est jamais produit que, il est statistiquement invraisemblable, ça m'intéresse. La période oblige à penser l'impensable. Alors je sais que tous les événements se passent sur des registres différents. Hein. Et alors, il y a un facteur aggravant. C'est que des choses dont on espérait que c'était là pour atténuer, ça se révèle non pas faire partie de la solution, mais faire partie du problème. Comme si les instruments pour se protéger des fluctuations sur les marchés étaient justement ceux qui les accentuaient. Manquerait plus que des prothèses deviennent toxiques. Comme si les gens qui étaient en charge de lutter contre la criminalité en devenaient adeptes. Comme si les gens à qui on confie les secrets soient ceux qui les ébruitent. Demandez à Liliane ce qu'elle en pense. Ou à celui qui, benoîtement, faisait confiance à son majordome. Nous vivons une période iconoclaste. La convergence d'événements sur des registres différents a cet impact comportemental. Plus rien ne peut être exclu, on doit penser l'impensable. C'est ma première hypothèse que j'aimerais soumettre à vos esprits critiques. Par 3 questions. Première question, pour laquelle la réponse m'intéresse que moyennement, mais je préfère le dire. Croyez-vous, comme moi, que nous vivons un de ces moments traumatiques dans l'histoire des prises de conscience? Deuxième question. En quoi la notion de traumatisme fondateur, qu'elle s'applique ou pas à la période actuelle, il me semble que, mais peu importe. En quoi est-elle transposable au monde de l'entreprise? Troisième question. S'il est vrai que l'hypothèse est vraie, qu'il y a un comportement général de scepticisme généralisé, qu'est-ce que ça change pour les gens qui ont comme clients des populations qui aujourd'hui ne croient plus qu'on ne puisse rien exclure? Vous voyez quelle est l'idée? Je reviens sur mon idée, le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation. Il est complètement indispensable de retrouver, reconstituer l'histoire des traumatismes dont le présent est simple résultante. C'est ça que je veux dire, c'est d'une très grande banalité, hein. C'est vrai pour les entreprises. Si on veut comprendre comment ça se passe dans une entreprise, il faut retrouver de quels traumatismes ont été martelés les acteurs. Quand bien même ils ne s'en souviendraient pas. Ça peut être une grande grève. Ça peut être un accident industriel.
Ça peut être, je pense qu'ils doivent comprendre ce que je veux dire, les gens du milieu de l'aéronautique. Chaque organisation ne se comprend au présent qu'à la lumière de ces percussions traumatiques qui les expliquent. Enfin, écoutez, on ne peut pas comprendre les réactions vendéennes si on ne les explique pas. Ceux qui ne se souviennent pas de ça ne peuvent pas comprendre ça. Je suis en train de dire que c'est vrai pour les pays, c'est vrai pour les organisations, c'est vrai pour les entreprises. Si on n'est pas historien, on ne peut rien comprendre au présent. Je ne sais pas si on va comprendre quelque chose au futur, mais les gens qui n'ont pas de mémoire ont déjà pas de présent. Et un dirigeant d'entreprise doit être historien de son organisation. Non ? Deuxième hypothèse. Il se pourrait, toujours aussi prudent, que les historiens disent également qu'en 2011-2012 a été modifiée notre relation au moteur de l'histoire. Je veux dire, à qui nous croyons met l'histoire en mouvement. Parce que on croyait jusqu'à il y a 2 ans que le moteur de l'histoire, c'était les dirigeants, au travers de leurs grands-messes, les G8, les G7, les G20, les je ne sais pas combien. Vous vous souvenez ? Je me demande qui en ce moment croit encore à ce genre de potalonnade. Il n'y a qu'eux dont la vanité peut être flattée d'être filmée et enregistrée. Moi, pas. Enfin, on vivait avec l'idée que l'histoire était écrite, mise en mouvement par les dirigeants et / ou les marchés. Puisqu'on avait même l'impression depuis quelque temps que les marchés étaient capables de provoquer des tremblements. Et que tout se jouait dans en fait un rapport de force entre des duettistes, les uns les autres, un bras de fer entre les voraces et les coriaces. Et on avait même l'impression, in fine, que c'était les marchés qui avaient pris le pouvoir sur les dirigeants. C'était ça notre perception, non ? Je n'ai pas dit que c'était la réalité, c'est la perception. Que les marchés étaient capables d'obtenir ce que personne d'autre pouvait obtenir. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir qui des morts-vivants ou des marchés l'emportera fin février. Or, cette perception a connu en 2 ans un infléchissement, c'est pas très important, une rupture, c'est plus important. Mais je commence par l'infléchissement. Il est apparu que sur les genoux des copilotes, en rapport de force, avaient irrupté les agences, qui étaient capables de prendre le pouvoir sur les dirigeants, non ? Sur les acteurs des marchés. On l'avait bien vu, regardez, il y a que 13 mois, 14. Ils pensaient avoir conclu un accord historique refondateur, damnet, caramba, dès le lendemain. Je précise que ce ne sont pas les agences qui ont pris le pouvoir. Ce sont les dirigeants et les acteurs des marchés qui l'auront abandonné. C'est pas un putsch, hein. C'est une abdication. On pourrait expliquer pourquoi. Sans rentrer dans les détails, c'est quand même drôlement commode de s'abriter derrière une agence en disant « c'est pas moi qui vous demande de prendre la potion amère, c'est les agences ». C'est vieux comme tout, ce principe. Ponce Pilate. Déjà, à Rome, à l'époque des Romains, avant de prendre des décisions, ils s'abritaient derrière les oracles, qui fouillaient les entrailles. Comme ça, on ne peut pas trop leur reprocher grand-chose. Et déjà à Rome, on disait, 2 grands prêtres ne peuvent pas se croiser sans rire. Et bien la période s'annonce joyeuse. On n'a pas fini de se marrer. La riposte n'a pas été longue.
un partout, balle au centre, ça continue. Franchement, c'est sympa de vivre maintenant. Hein. Pour moi, ça a été un traumatisme fondateur positif. Mais j'ai parlé aussi d'une rupture, au-delà de l'infléchissement, n'est-ce pas ? J'aurais dû dire interrupture. Je veux dire qu'il est apparu. Non, il est réapparu. C'est pour ça que je parle d'une interruption. Il y a 2 ans, que l'histoire pouvait aussi être écrite par des individus. Le retour des 100 grades. Ils ont déclenché l'histoire, non ? Sans que ni les dirigeants, ni les acteurs des marchés, ni qui que ce soit, n'y puissent rien. C'est pas par hasard, hein. Si l'homme de l'année dernière qui aurait pu être une femme, c'est bien ce qu'on a vu en Tunisie, non ? Des individus capables de franchir un Rubicon de trouille. Ont mis l'histoire en mouvement. Des individus tout seuls ou en foule. Non ? Mais je comprends pas. On l'avait oublié, ça ? Ben oui, parce que comme la dernière fois qu'on avait été témoin de ce genre de phénomène, les images sont maintenant un peu jaunies. On croyait que c'était plus possible que ça se produise. C'était la dernière fois que l'histoire avait été écrite par des foules et des individus. Et depuis, on vit avec l'idée complètement mythique que les individus et les foules étaient au spectacle d'une histoire écrite par d'autres. Démentie. Une fois de plus, fin d'un mythe. Je ne voudrais pas être romantique, fleur bleue, naïf et tout ça, et vous dire on a redécouvert il y a 2 ans que les fleurs sont capables de venir à bout de tout. Parce qu'on me l'avait fait en 68, ce genre de baliverne. Je rappelle qu'en 68, à Prague, ils y croyaient que leur détermination populaire et quelques personnages charismatiques allaient déplacer les montagnes. Sauf que, je rappelle, ils sont tombés sur un bec qui leur a rappelé qu'il y a un autre acteur de l'écriture de l'histoire. Oui, les armes. Mais attendez, mais c'est ça qui nous a été remis en mémoire il y a 2 ans. C'est que l'histoire, elle est écrite par les peuples, les armes, les dirigeants, les marchés. C'est pas toujours les mêmes au filet, c'est pas toujours les mêmes en fond de cours. C'est d'ailleurs peut-être ça, le sens de l'expression révolution de Jasmin. C'est de nous remettre en mémoire que l'histoire peut être écrite par une alliance entre les fleurs et les fusils, comme ça s'était produit il y a très longtemps, on croyait que c'était plus possible. Ça vous revient ? Parce que c'est bien ça qui s'est passé en Égypte. Alliance, fleurs, fusil. D'ailleurs, je ne sais pas si les historiens diront en Égypte, il s'est passé une révolution, ou s'ils diront il s'est passé un coup d'État militaire. Quand je vois la manière dont se passe le dépouillement des élections, je trouve la question légitime. Ça va, ça vient, on ne sait pas. Ça discute. Je rappelle qu'en Tunisie, c'est bien ça qui s'est passé aussi. C'est alliance, fleurs, fusil, parce que l'armée s'est rangée du côté des émeutiers que c'est devenu une révolution. On voit bien comment tournent les choses, hein. Le dernier mot. En Syrie, c'est bien de ça dont il va s'agir. Ça va dépendre de l'alliance peuple-fusil, parce que c'est quand la maîtrise des airs avec de nouvelles armes est apparue que le rapport de force a commencé à basculer. Et il y a un truc qui m'a troublé depuis 2 ans dans la réhabilitation du rôle des armes dans l'écriture de l'histoire. C'est qu'au Japon, quand plus personne tenait debout, qu'est-ce qui faisait face ? Des gens entraînés aux situations extrêmes. Et ça a complètement modifié la relation des Japonais à l'armée. Ils avaient une relation traumatisée depuis 1945. L'armée était associée à la destruction. C'est un changement énorme. On a même eu dans cette réhabilitation du rôle des armes un contre-exemple il y a 2 ans. Et les contre-exemples, c'est aussi intéressant que les exemples.
Souvenez-vous, c'était il y a 22 mois en Libye. S'il n'y avait eu que le peuple romantique, les mains nues, chantant la Marseillaise, avec un philosophe des poitraillés derrière, il n'y aurait eu que ça, ben, ils auraient pu être là. 6 mois plus tard, pour fêter ce qui était devenu une révolution, alors que ça n'était qu'une révolte, parce qu'on a fait donner les armes. Il faut se rappeler. Ça a été déterminant. Il faut se rappeler quelle était l'ambiance. Attendez. À la mi-mars, en Libye, ceux qu'on appelait simplement des insurgés venaient de subir une défaite, de faire marche arrière toute, et ce face aux kadhafistes. Et les journaux titraient « Sonne le glas ». Ça vous rappelle rien, sonne le glas? Moi, ça me rappelle un truc, hein, vous aussi peut-être. Ben, ça me rappelle la guerre d'Espagne. Ça me rappelle même, pour être plus précis, les souvenirs traumatiques qu'a laissé la guerre d'Espagne. Pas seulement chez les Espagnols, hein, mais dans les démocraties. Le souvenir traumatique de ne pas être intervenu en temps utile en Espagne, en 1936-1938, pendant que c'était encore temps pour arrêter la bête immonde. Alors que les dictatures, elles, répugnaient pas à intervenir. Parce que je rappelle que Guernica, c'est un bombardement mussolino-hitlérien. Un truc dont les démocraties sont très 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 longtemps mordu les doigts. Et subitement, ce qui me traverse l'esprit, c'est que peut-être, pour comprendre la décision d'intervenir il y a 2 ans en Libye, il faudrait peut-être faire appel aux souvenirs traumatiques de non-intervention du passé. Je revisite mon hypothèse 1 en l'affinant tout au plus. Si ce n'est pas Guernica, c'est peut-être Srebrenica ou Kigali. Parce qu'en fait, ce qui était déterminant, c'est que les risques de la non-intervention, le bain de sang et la culpabilité indélébile, ont été jugés plus grands encore que les incertitudes de l'intervention. Je ne dis pas que c'est la seule explication. Je la verse au dossier, vu que mon sujet, c'est de tenter d'utiliser l'histoire, la géographie tout à l'heure, la géopolitique, pour la compréhension du présent. Et les historiens diront peut-être que c'est l'année où les armes ont retrouvé leur légitimité. C'est l'année où les armes ont retrouvé leur triple A. On a un autre exemple. Ça marche même dans les démocraties, regardez. Tout le monde se souvient de ce jour-là. C'est pas du cinoche. On voit bien qui prenait les décisions, qui allait devoir prendre la responsabilité, et qui n'en menait pas large, je comprends. Mais on voit bien qui était la manœuvre, hein. Puis il n'écrivait pas des mails à une créature ce jour-là. C'est un moment très fort où a été réhabilité un vieil adage cher à un de mes très bons amis, hélas prématurément disparu, Al Capone, qui avait dit un jour « On obtient plus de choses avec un mot gentil et un fusil qu'avec un mot gentil. » Ça reste vrai, vous savez. Tout le monde s'en inspire. Elle est étrange, cette photo, parce qu'elle est absolument symétrique de l'autre. Un militaire entouré de civils, c'est étrange. Même dans les démocraties. Les armes retrouvent un rôle qu'on avait oublié. Nous qui pensions qu'avec les agences de notation, les marchés et tout ça. Parfois, quand on parle de moteur, on parle de couple moteur, non ? Je rappelle que dans notre perception classique, jusqu'à il y a 2 ans, le couple moteur habituel, c'était Merkozy. J'y peux rien, je cite mes sources. Dans une grande tradition
d'autres couples dont on a fêté le cinquantenaire des vies tumultueuses cette semaine. Il paraît qu'il va falloir qu'on s'habitue à parler de Merkeland. Sauf qu'en matière de moteur, ça n'a pas l'air brillant. Or, avez-vous remarqué, même s'ils essaient de se faire sponsoriser par Benetton eux aussi, avez-vous remarqué que s'agissant de l'affaire libyenne, c'est pas Merkozy qu'on a vu à la manœuvre. On n'a pas vu Merkozy en Libye, on a vu étrangement, le temps de l'affaire libyenne, un retour des vieilles amours. Ils ont connu Merkozy une aventure extra-conjugale. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Alors, je comprends que les Allemands n'aient pas eu grand goût à l'idée de se retrouver à El Alamein. Ça peut se comprendre. Mais je rappelle aussi que c'était arrivé aux Français et aux Britanniques de se retrouver frères d'armes dans la même région. Si, à 2 pas de Benghazi, là. Les plus anciens se souviendront, les autres auraient dû apprendre. Quand il y a eu nationalisation du canal de Suez en 1956, que les Françaises et les Anglais sont partis à la manœuvre, que les Américains leur ont dit « pas de salisette, repliez les Gaules ». Vous vous souvenez ? Vous avez entendu dire ? Ça s'est terminé dans un fiasco absolu. Un traumatisme pour la France et la Grande-Bretagne. Puisque c'est l'année où la France et la Grande-Bretagne ont découvert, dans l'amertume traumatique de ce four, que nous n'étions plus des superpuissances. Qu'on jouait en division 2. L'occasion était belle, en 2011, de prendre une revanche sur cette blessure, puisque en 2011, les Américains ont dit « écoutez, on est un peu occupés sur un autre front, si ça vous tente, grand bien vous fasse ». Si c'est un échec, ce sera votre échec. Si c'est un succès, ce sera notre triomphe, puisqu'on vous soutiendra de loin. Leadership from behind. Ça marche aussi en entreprise. Je ne dis pas que c'est la seule explication, je la verse au dossier. Le passé, ces traumatismes, pour comprendre. Au fait, après ce qui s'est passé en 1956, pour les Britanniques, vous trouvez que c'est pas incompréhensible, en fait, qu'en mars 1957, ils aient hésité à signer le traité de Rome. Parce qu'ils ont compris que la sécurité, ça ne se joue pas en Europe, ça se joue aux États-Unis. Je crois qu'une bonne partie de l'attitude actuelle de la Grande-Bretagne se comprend aussi par rapport à l'Europe, au travers des traumatismes qu'ils ont connus. Ça ne les rend pas acceptables, ça les explique. Je continue à enfoncer mon clou sur le thème l'intérêt du passé pour la compréhension du présent. Je me suis demandé comment ça se faisait qu'il y avait des lézardes qui se faisaient jour à l'intérieur, dedans des meilleures coalitions. Parce que je rappelle que pour la Libye, au début, c'était « je veux voir qu'une seule tête » ou un seul rictus. Et vous souvenez-vous, comme c'est étrange, dès le lendemain, les Italiens voient plus les choses de la même façon. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de comprendre. Je n'ignore pas les motivations économiques. Une odeur de gaz. Même si l'odeur du gaz n'a rien à voir avec la réalité du gaz. Nous venons d'en avoir une illustration. Le sentiment d'une alerte n'a rien à voir avec la réalité du danger. Sûrement qu'ils étaient motivés aussi par la crainte de voir des réfugiés débarquer à Lampedusa. Je connais ces explications. Probablement qu'il devait y avoir aussi une solidarité
italo-kadhafienne qui était née lors de soirées bunga-bunga avec les Amazones du chef suprême. Attendez, toutes ces explications, je les connais, je les accepte. C'est comme dans les tontons flingueurs, il y en a, mais il n'y a pas que de ça. Et si on veut comprendre, il faut rajouter l'histoire. Je ne dis pas que c'est la plus importante des explications, c'est celle sur laquelle je mets l'accent. L'histoire que j'aimerais que l'on convoque à la barre des témoins, faites entrer l'histoire, je vous prie. Mais, attendez, c'est pas n'importe où pour des Italiens, cette région. C'est pas n'importe quand, les millésimes en 11. Il faut se rappeler que ce sont les Italiens qui ont débarqué un siècle tout juste, montre en main dans le même coin, trouvant sur place 3 provinces qui n'avaient rien à faire entre elles, que les Italiens ont agrégé pour tenter d'en faire un État qui est devenu indépendant. Attendez, c'est une construction italienne. C'est pas une construction éternelle. Je peux comprendre que les Italiens n'aient pas eu goût à assister à la destruction d'un de leurs bâtis. Sans compter que, avez-vous remarqué, il y a comme un trou dans leur emploi du temps. Que faisiez-vous entre 1911 et 2002 ? C'est que je vous rappelle, c'est pas n'importe quel Italien hein, qui a congloméré ces 3 pièces de puzzle. C'est un Italien honteux et traumatique. Mussolini à Benghazi. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais je dis que le passé aide à comprendre le présent. Et puis alors, attendez. Le raisonnement va basculer dans un instant. Cyrénaïque, tripolitaine, faisant des noms dont j'avais personnellement plus entendu parler depuis 1911. Eh bien, je les ai vus réapparaître il y a 2 ans. Parce que, vous vous souviendrez, ce dont il s'est agi au démarrage, ça a été d'une révolte de la Cyrénaïque contre un pouvoir tripolitain. Oui. Il y a 300 millions d'Américains qui viennent de se rappeler que la Cyrénaïque était une capitale, avait une capitale. Et savez-vous d'où ça vient ? Ce clivage cyrénaïque-tripolitaine qui avait existé jusqu'en 1911, qui a été occulté pendant un siècle, que nous avons cru être une éternité, vu qu'on est né à ce moment-là, et qu'on confond la durée de nos vies et la durée de l'histoire, et qui réapparaît un siècle après ce qui n'a été qu'une occultation temporaire. Vous ne savez pas d'où ça vient, Cyrénaïque tripolitaine ? C'est bien parce que j'ai plus qu'à mettre de l'ordre dans vos réponses. On n'est pas président par hasard. C'est la vieille ligne de fracture qui était apparue en 4 après JC, lorsqu'il y a eu un schisme entre Empire d'Orient, Empire d'Occident, cyrénaïque, tripolitaine. Et en regardant la carte, parce que la géopolitique, c'est à la fois l'histoire, j'arrête pas de m'en servir, la géographie, je commence à la faire mienne. En regardant la carte, il y a un truc qui me trouble, c'est que elle faisait pas partie de l'Empire d'Occident, la Grèce. Alors, si comme certains ont l'air de l'envisager sereinement, attendez, il y a même des gens qui se demandent, est-ce vraiment un pays européen ? Eh bien alors, les historiens diront, ils ont fait fort en 2011-2012. Ils ont reconstitué une vieille ligne de fracture qui croyait classer monument historique, qui n'était qu'assoupie et pas éteinte. Et quand je vois la tournure que prennent les événements en Libye,
ça m'intéresse d'autant plus que je me dis, il n'y a peut-être pas que chez ces exotiques-là, qu'il y aurait des vieilles lignes de fracture qu'on croirait rangées aux archives et qui pourraient ressurgir si on ne fait pas attention. Allez savoir s'il n'y a pas ailleurs des vieilles lignes de fracture, je ne sais pas moi, liées au partage de l'empire de Charlemagne entre ses petits-fils, Francie occidentale, Francie orientale, Lotharingie. C'est très dangereux. Les gens qui confondent la durée de leur vie et la durée de l'histoire, c'est le genre de gens à croire que les guerres sont plus possibles au motif qu'ils n'en ont pas connu. Et quand je reprends ça avec un peu de recul, je me dis que les historiens diront peut-être qu'en 2011-2012, les contemporains que nous sommes ont compris que les lignes de fracture du mouvement des plaques historiques, les lignes de fracture du temps long de l'histoire, quoi, ou les lignes de fracture du temps très très long de la géologie, les lignes de fracture du mouvement des plaques tectoniques, sont capables de foutre par terre les constructions humaines. Ça peut être des États, ça peut être des biens immeubles comme des centrales nucléaires. Quelle leçon ce serait de découvrir que c'est le temps long qui a le dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, il n'y a peut-être pas que chez ces gens-là. Vous voulez qu'on prenne un exemple de notre actualité récente et que j'essaye de faire plus ou moins couleur locale? Peut-être que c'est pour ne pas avoir été membre du CERA que la pauvre Ségolène Royal a souffert de son dernier avatar. Je pensais, dans un lycée Jean 23, tomber sur des gens charitables. J'aimerais bien voir la page de vos dictionnaires où devait figurer le mot de solidarité. Présidente depuis très longtemps d'une région Poitou, trait d'union, Charente. Elle a confondu le temps court du trait d'union et le temps long de l'histoire. Elle a cru que d'aller de Châtellerault à La Rochelle, c'était rester dans la même région. J'ai choisi ma joue, hein. Je suis attentif et respectueux. Attendez, si elle avait suivi ce que je suis en train de raconter sur le fait que c'est le temps long qui a le dernier mot, elle aurait peut-être compris aussi que c'était peut-être pas très astucieux de faire débarquer de Paris en TGV à La Rochelle Madame Duflot et Madame Aubry, au risque de réactiver chez les Rochelais les souvenirs de Richelieu. On en pense ce qu'on en veut. Faut faire avec. Quant au faisant, vous savez la troisième pièce du puzzle là, le faisant, ce faisant, coucou, le revoilou. Parce qu'attendez, le faisant, c'est jamais que la partie la plus orientale de la zone dans laquelle se déplaçaient librement les nomades, qui étaient là dès l'origine, les aborigènes de la région, avant qu'ils ne soient colonisés d'abord par les Arabes, puis par les Français, qui ont rajouté des lignes de frontières du temps court qui n'ont pas pesé longtemps, face aux lignes de franchissement des lignes de frontières du temps long.
Et ce qui nous a été présenté d'abord comme un conflit en Libye, puis comme un conflit au Mali, ensuite comme un conflit en Algérie, tout ça, c'est le retour du temps long. Tous ces otages qui se croient pris en otage dans des endroits différents le sont en fait dans la même région. C'est le temps long qui a le dernier mot. Non, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une leçon de l'histoire actuelle, enfin de notre actualité. On continue ? Cette carte est passionnante. Cette vieillerie qui reprend du service. Parce que il y a un autre truc qui me frappe dans la période actuelle, c'est que j'entends qu'elle est propice aux forces centrifuges. N'est-ce pas ? Vous avez remarqué. On voit des gens tentés par la sécession. Là aussi. Une idée neuve. Regardez la carte, je vous prie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, par exemple, les Écossais et les Flamands? Reprenons la carte de l'Empire romain avant son schisme. Attendez, Écossais, Flamands. Ce sont les gens qui étaient juste à l'extérieur, aux limites de l'Empire romain. Séparés de l'Empire romain par une muraille, le mur d'Adrien, séparés par des garnisons. Pour savoir quand est-ce qu'en Belgique, vous quittez l'Empire romain pour passer de l'autre côté, regardez les villes qui portent un nom en guème. C'était toutes des garnisons de l'Empire romain. Au-delà, la Flandre, enfin les barbares. Et ces mouvements sécessionnistes qui nous semblent étranges, c'est en fait le retour des volontés de séparatisme des barbares qui n'étaient pas membres de l'Empire romain. Le temps long. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin les Catalans, ils étaient dans l'Empire romain. Oui, d'accord, les Catalans. Mais les Catalans, figurez-vous, qui ne contestent pas avoir été dans l'Empire romain, mais ils considèrent que ce ne sont pas des Ibères. Eux non plus d'ailleurs. Non, ils considèrent que ce sont des Goths et des Visigoths. Ça vous paraît dingue, mais je rappelle que Catalogne, ça vient de Gotalunia. C'est le pays des Goths. De tous côtés, en ce moment, on voit ressurgir des vieilles lignes de fracture qu'on croyait que le temps court avait badigeonnées, partout. Oui, parce que c'est une sacrée leçon de l'histoire. On peut mettre toutes les feutrines qu'on veut, ça n'empêche pas la persistance des différences de table. On peut rajouter toutes les couches de vernis qu'on veut, les vieilles marqueteries subsistent. C'est le temps long qui a le dernier mot. Leçon de l'histoire. On voit réapparaître le vieux clivage RPR-UDF. C'est comme ça. Je ne m'en félicite pas, ce n'est pas la question. Mais ceux qui considèrent que ce dont ils ont été le témoin, c'est acquis, casse-cou. Sur cette logique-là, cette deuxième hypothèse, elle est transposable au monde de l'entreprise ? Sûrement, me dit-on au premier rang, pour me faire taire. Non. Oui ou pas ? Oui. Je bosse dans des organisations extrêmement différentes, c'est mon plaisir. Il m'arrive par exemple de bosser chez Thales. Ça arrive, non ? Ça fait 15 ans qu'il s'appelle Thales. Il y a encore des gens qui ont une culture Thomson et d'autres une culture CSF.
je bosse régulièrement chez Groupama. J'en ai vu des séminaires d'intégration. Vous êtes une chic bande de chic copains et tout. Ils en ont fait travailler des marchands de chartes graphiques qui leur a dit vous êtes tous pareils. Au premier coup de tabac, les gens qui venaient du GAN ont retrouvé leur sentiment identitaire. C'est dingue. L'autre jour, dans une entreprise agroalimentaire, dans une salle froide, donc rien à voir avec aujourd'hui, j'observais des gens qui se balançaient des salades en sachet. Pas pour se réchauffer, c'était leur métier. Et j'ai observé qu'il y en avait des qui portaient Callot et d'autres qui exhibaient Charlotte. Moi, j'ai essayé de comprendre. Mon truc, c'est de comprendre. Garçon, fille, non. Amont, aval, pas davantage. Hiérarchie ou pas, non, pas du tout. De chacun, il fait ça qu'il veut, les goûts et les couleurs et les chapeaux, pas davantage. Ils viennent pas de la même boîte, on m'a dit. Et ce qui est terrible, c'est qu'on retrouve ces sentiments, même chez des gens qui sont rentrés dans les entreprises, après que les tentatives de libyaisation, d'agrégation, j'assume mon lapsus, aient été tentées. Et un dirigeant qui serait sur le thème « Du passé, faisons table rase », je lui souhaite bien du plaisir. On peut trouver que c'est bien ou que c'est mal, mais on ne peut pas manager de la même manière dans une organisation les gens qui auront la culture absorbeur et ceux qui auront la culture absorbée. Il faut faire avec. C'est extrêmement dangereux de méconnaître l'importance de l'histoire. Un dirigeant doit être historien, c'est ça que je suis en train de dire. Remarque, objection, révolte. Il y a un type qui résume somptueusement tout ce que j'essaye de vous dire. Sur le fait que le passé passe pas. Sur le fait qu'on n'est pas obligé de le revivre. C'est René Char. Moi, j'aime bien René Char parce que non seulement c'est un immense poète, mais en plus, ça a été un grand résistant. Il ne s'est pas contenté d'aller bavasser au Café de Flore, lui. Non, mais vous n'êtes pas de la famille de René Char? J'aurais aimé. Il résume tout ce que je dis. Il serait d'ailleurs étonné que quelqu'un se serve de ses écrits pour résumer tout ça que je raconte, mais bon. Sur le fait qu'il est indispensable de retrouver tout ça, l'histoire, pour comprendre. Chez René Char, c'est somptueux, il parle des gens qui sont capables de retrouver le mouvement des vagues dans les entrepôts de sel. C'est beau, hein? Moi, je trouve qu'un dirigeant, c'est ça. Enfin, ça doit être ça. Quelqu'un capable de retrouver le mouvement des vagues dans les entrepôts de sel. Et sur le fait qu'on n'est pas obligé de recommencer les mêmes erreurs, surtout si on a conscience que le récidive est possible, chez René Char, ça devient, je cite, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. » Hein, chapeau René Char. Héritiers nous sommes. On ne peut pas le nier. Mais on n'est pas obligé de radoter les mêmes conneries, surtout si on a conscience qu'elles peuvent recommencer. Paul Václavic, qui, d'ailleurs au Scrabble, vaut beaucoup plus cher que René Char.
sauf dans un Scrabble polonais, parce que j'ai un Scrabble polonais, c'est un truc assez marrant, un Scrabble polonais, parce que le Y et le Z, ça vaut 1, ça sensibilise à la relativité des choses, fin de parenthèse. Dans un livre superbe que je recommande à tous les encore jeunes de la salle, il résume tout ça en disant: être adulte, c'est faire quelque chose bien que vos parents vous l'aient conseillé. C'est pas con, hein? Eh bien, j'ai tendance à penser que être moderne, c'est faire quelque chose bien qu'on ne puisse pas échapper à la gravitation de l'histoire. Et que le danger, c'est de la méconnaître. Parce qu'à ce moment-là, le risque du retour du passé est considérable. Vous voyez ce que je veux dire sur cette deuxième hypothèse ?